On va faire un exercice un peu difficile en essayant de gagner le maximum sur le temps. Vous voyez que le programme est chargé. Et donc je vais commencer tout de suite. En gros, il y aura 3 parties. Une première partie qui est la genèse des fibres optiques à Lannion, donc les 10 ou 15 premières années. Une seconde partie, c'est la genèse du pôle optique à Lannion. Et un troisième partie qui sera un débat avec la salle. Alors pourquoi 50 ans? Alors il faut se considérer que la fibre optique est née d'un hasard extrême, la conjonction de 3 technologies qui viennent toutes des technologies des semi-conducteurs. La première technologie, c'est la fibre. Vous le verrez dans l'exposé. C'est une technique de semi-conducteur qui nous a conduit à des fibres à faible atténuation. Les diodes laser, qui n'existaient pas avant les années 70. Et les premières diodes laser sont apparues en 71 et sont devenues performantes en 74. Des photodiodes à faible bruit, là aussi vers les années 73-74. Et tout ça a conduit à pouvoir mettre en place le premier système à fibre optique à Lannion en 1974. C'est pour ça qu'on peut considérer que le passage de phase de recherche à une phase d'exploitation, où on le verra industrielle, s'est passé en 1974. Alors avant 1974, ce n'est pas la première fois qu'on voyait des lasers à Lannion. Les premiers lasers sont arrivés en 1967, transférés d'ici les Moulineaux, et l'objectif était de faire un faisceau hertzien optique. Donc on a fait des propagations dans l'air entre le bâtiment du CNET et le bout du terrain d'aviation, et on a même été jusqu'au Ménébré à 23 km. Et la conclusion de tout ça, c'est que ça ne pouvait pas marcher à grande distance en atmosphère libre. Pour faire un faisceau hertzien, il fallait 99,9% de temps de réalisation pour que ça marche. Or, avec les fibres optiques, surtout en Bretagne, avec l'atmosphère libre en Bretagne et quelques précipitations que l'on connaît, on avait, disons, une qualité qui était à peine de 70%. Donc, ce n'était pas possible. Et en plus, dans la tâche que vous voyez sur le dessin, il y avait des faisceaux qui allaient dans tous les sens, et donc des longueurs de trajet différentes, et donc des perturbations sur la bande passante. Donc les conclusions qui ont été prises collectivement par l'équipe qui travaillait sur les lasers à l'époque, y compris du reste sur l'holographie, on a décidé de se focaliser sur l'optique guidée, et donc sur le début des fibres. Alors les premiers travaux, on ne connaissait pas très bien ce qu'était le verre, donc on a fait des travaux sur l'absorption dans les verres, la diffusion dans les verres, et puis des études théoriques de propagation qui ont été largement publiées dans Applied Optics aux États-Unis. On était dans des fibres multimodes, donc très larges au point de vue du cœur, et donc on a utilisé l'optique géométrique, et il y a des publications intéressantes. Alors je ne citerai aucun nom, parce que je risquerais d'en oublier, et ça ferait des personnes qui seraient vexées. Mais donc il y a eu des études théoriques de propagation, mais surtout ce qui nous a fait connaître à l'international, c'est la mesure de la bande passante, parce qu'on disposait d'un équipement réalisé ici les Moulineaux, qui était capable de faire des impulsions d'une vingtaine de picosecondes. Donc en gros, une impulsion extrêmement fine, qu'on envoyait dans les fibres, et puis au bout de la fibre, l'impulsion, elle avait élargi, et donc on pouvait mesurer l'élargissement, mais par transfert de Fourier, la bande passante de la fibre. Et on a été très connus avec mes collègues, on a fait plusieurs conférences internationales sur le sujet, et c'est ça qui a fait la renommée de Lannion sur l'optique au démarrage. Et puis avec les contacts qu'on avait pris au travers de cette manip, on a eu des gens qui nous ont envoyé des fibres et pour qu'on les mesure en fait.
Alors il y a quartz et silice en France, mais ces fibres n'étaient pas très bonnes, 25 dB du kilomètre. Alors 1 dB du kilomètre, pour les gens qui ne sont pas très familiers à ça, c'est une échelle logarithmique. 3 dB, c'est 50%, on perd 50%. 10 dB, on perd 90%. Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'avec 25 dB, on perdait quand même beaucoup de lumière. Avec l'université de Southampton, en 1970, dans une fibre à cœur liquide, qui faisait 10 dB au kilomètre, c'est la première fois qu'on a vu la lumière au bout d'un kilomètre. Malheureusement, une fibre à cœur liquide, c'était un thermomètre géant. Et il fallait mettre des bazars au bout pour que le liquide s'échappe. Je passerai dessus. Et donc la première fois qu'on a vu une fibre solide, c'est en 71, fabriquée par la firme Nippon Sheet Glass au Japon, qui faisait 20 dB du kilomètre, mais on a pu la mesurer sa bande passante, et elle était particulière parce que le cœur à l'intérieur, au lieu d'être un rectangle en quelque sorte, était un gradient d'indice, ce qui permettait d'avoir une bande passante beaucoup plus grande que toutes les fibres qu'on avait vues pour l'instant. Et puis en 71, il y a eu l'annonce de Corning à Genève de fibres à 4 dB du kilomètre. Alors j'étais dans la salle et j'étais discuté avec Donald Keck, qui était l'inventeur de cette fibre optique. Et 6 mois après, on testait les premières fibres Corning en bande passante. Et avec des échéances au bout d'un certain temps, on a eu jusqu'à 4 km de fibres à 4 décibels du kilomètre. Et c'est avec ces fibres que l'on a fait la première liaison. Vous voyez le dessin, on est dans le laboratoire, là en fait. Il y a la bobine de 4 km de fibres. Les extrémités, c'était d'un côté une diode électroluminescente de RTC et non de LTC, et un laser Thomson, des photodiodes de la CGA Marcoussis. Et puis là, il y a une petite anecdote. Notre groupe télécommunications par laser appartenait à un département dont le chef était le spécialiste du guide d'onde. Et donc il a vu tout de suite qu'il pouvait y avoir une concurrence entre la fibre et le guide d'onde, et donc on a eu une interdiction de dépasser le 8 mégabits. C'est pour ça que les publications, par exemple, comme celle qui est en dessous, parlent de 8 mégabits dans les annales des télécoms, mais en fait on faisait des systèmes à 34. Donc première publication en 1974, et en octobre 1974, on a fait une grande messe dans l'amphithéâtre du CNET à Lannion pour présenter nos travaux devant l'état-major, dont 3 futurs directeurs du CNET parmi l'assistance. Et le commentaire que j'ai retenu de cette réunion, c'est: vous ne pourrez jamais mettre vos bouts de verre dans un câble et raccorder vos 100 microns dans un trou d'homme. Donc c'est à partir de là qu'on a recruté 2 ingénieurs des arts et métiers, et qui, quelques mois après, sortait une invention qui, là encore, nous fera connaître au niveau international, qui est ce câble à jonc rainuré. Alors, on s'est aperçu très vite, en allant au câble de Lyon, en mettant la fibre, alors vous le voyez dans une machine qui était une machine de câble de réseau. Donc, il était logique qu'on retrouve des bouts de verre à la sortie. Mais en fait, la fibre s'est très bien comportée au point de vue mécanique. Mais malheureusement, sur la bobine, tout de suite derrière le câblage, il y avait 2 dB de perte. Et lorsqu'on a mis la fibre dans les souterrains du CNET, on s'est aperçu qu'on perdait 6 dB. Et donc pratiquement, au lieu de 4 dB, on en avait 10. Donc on a étudié, on disposait d'un système de mesure extrêmement performant, réalisé également ici, qui a permis très vite de comprendre que la raison était des micro-courbures à l'intérieur du gainage de la fibre. Et très vite, ces ingénieurs des arts et métiers ont inventé un câble dit à jonc rainuré. Vous avez la photo en bas. Alors même c'est un câble aérien celui-là.
un genre dans lequel finalement la fibre était totalement lâche. Et là aussi, ce type de publication au niveau international a déchaîné l'intérêt, puisqu'on a eu des tas de demandes, même des demandes du brevet, etc. Et puis parallèlement, on regardait la technique de connexion et de soudure. Alors, et l'aboutissement de toute cette phase, ça a été un intense lobbying auprès des régions, des télécoms, en particulier la région de Paris, un développement industriel piloté par le CNET à Lannion, et en 1976, veut dire que la direction régionale de Paris était quand même gonflée, entre guillemets, ils ont passé la première commande pour les centraux entre Tuileries et Philippe-Auguste sur 7 km, et la commande a été réalisée en 1979. Donc vous voyez, le temps a été très court entre 1974, le premier bazar de labo, et 1979, la réalisation sur le terrain. La fibre optique a été décrétée par le directeur général de l'époque technologie critique, et à partir de ce moment-là, à Lannion en particulier, mais aussi à Bagneux, les équipes se sont multipliées, puisqu'on est passé d'une quinzaine de personnes. En 1982, on était de plus de 200 personnes. Alors, il y a eu un emballement médiatique à la DGT suite à une note que j'avais fait paraître en 1978 en disant que sur la fibre optique, on pourrait mettre du téléphone, du Minitel qui venait d'arriver et de la vidéo. Donc, ce qu'on a appelé par la suite le triple play. Et le directeur général de l'époque et le président Valéry Giscard d'Estaing se sont enthousiasmés et il a été décidé de câbler une ville en France qui a été Biarritz. Alors Biarritz, c'est très très intéressant parce que ça a été il y avait 1500 abonnés, un nombre de composants absolument extraordinaire, donc un banc d'essai composants fantastiques. Par contre, ça pêchait par un défaut. Il y avait autant de répartiteurs que de services. Donc Biarritz, du point de vue technique, a été un monstre technique, mais du point de vue des fibres, ça a été probablement le plus grand banc d'essai au monde pour tester en particulier la fiabilité des lasers. Parallèlement, un peu plus tard, en 1981, a été décidé le projet monomode, donc abandonner les fibres précédentes pour passer à des fibres monomodes, des nouvelles longueurs d'onde qui sont apparues en nombre multiple en fait, un projet tout optique avec le premier multiplexage montrant que sur une fibre on pourrait passer 3 longueurs d'onde, et puis Le Mans-la Flèche qui a été la deuxième opération là en monomode en 1984 sur 120 km. Et puis la recherche a continué sur les fibrages, les grosses machines, là, sur les lasers, sur les multiplexages, même sur la pose de câbles, où on a inventé, je pense qu'il est dans la salle, l'inventeur au lieu de, dans les câbles, quand on les met dans une conduite, ça frotte, et c'est pas très très bon. Et donc on a injecté des microbilles de téflon et le câble roulait, ce qui fait que la démonstration a été faite avec un enfant de 5 ans qui pouvait tirer un câble sur plusieurs centaines de mètres. Et donc en 1990, là aussi ça va quand même relativement vite, la décision a été prise au niveau de la direction générale dans un groupe de travail qui était animé par un ancien du CNET et qui a décidé d'abandonner les réseaux coaxiaux et les faisceaux hertziens au profit d'un réseau interurbain tout optique qui a été installé et fini en 1996, juste un an avant l'explosion d'Internet qui croissait en 1997 de 30% par mois. Et donc, ce réseau tout optique a sauvé la France d'un désastre au point de vue Internet. Donc voilà, on passe donc au second exposé sur en 74 toujours.
Oui, donc je vais être très rapide puisque le schéma s'est raccourci pour le temps. Donc cette présentation va être un petit peu modifiée par rapport à ce qui avait été préparé. Vous m'en excuserez par avance. Donc, première question, pourquoi des fibres en verre? Parce qu'en fait, le verre, c'est le seul matériau qui existe qui puisse être fibré en une fibre optique tout en rassemblant un certain nombre de propriétés fondamentales, propriétés optiques, l'atténuation en particulier pour des longueurs d'onde compatibles avec les composants d'extrémité, également le pouvoir régler l'indice de réfraction de manière à ce qu'on ait un câble optique, donc que la lumière circule dans la fibre, propriétés mécaniques qui permet de les mettre dans des câbles et de les installer même au fond d'une boîte de jonction dans la rue, en fait. Mais tout ça, on peut le réaliser avec des propriétés de viscosité en fonction de la température et de tension superficielle qui permettent de les réaliser tout en gardant tout ça. Contrairement, par exemple, aux fibres à cœur liquide qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, le fibre de verre, c'est dû à ça. Et c'est le seul matériau qui est possible. Transparence, qualité mécanique, facilité d'étirage pour en faire une fibre, et conservation homothétique de la forme de départ de la préforme lors de l'étirage pour faire une fibre. Je passe très rapidement sur ce transparent qui est une notion très rapide sur les verres qui vous expliquera pourquoi en fait on est passé des fibres Selfoc par exemple qui étaient faites à partir d'un verre de qualité optique à des fibres de silice. Un verre c'est quoi? C'est un matériau cristallin ou certains matériaux cristallins, en les chauffant, ils passent à l'état de fusion, comme votre cristal de glace dans votre verre de pastis, et ils passent à l'état de fusion, mais avec une propriété de viscosité suffisamment importante pour que lorsque l'on refroidit, ça fasse un liquide qui est en surfusion, qu'on va très vite appeler un verre. Et il y a quelques matériaux qui permettent ça. Le principal, c'est la silice, qui est à la base de tous les verres classiques, mais également d'autres matériaux qui permettront de moduler un indice de réfraction au sein de la fibre et qui présente cette même propriété, en particulier l'oxyde de germanium ou l'oxyde de phosphore. Et par contre, le problème que vous voyez ici, c'est les températures, parce que là vous avez quelque chose comme 2000 degrés, les températures à laquelle on peut obtenir cette-ci, parce que la silice, elles font à 1700 degrés déjà, et en fait ces matériaux qu'on appelle des formateurs de réseau, ils ne sont utilisables qu'avec des très hautes températures. C'est pour ça que les premières fibres optiques qu'a évoquées Michel Tréheux ont été en verre. Les verres, c'est qu'on a rajouté quelque chose. Le quelque chose, on appelle ça un modificateur de réseau, qui vient se placer au sein de la structure de verre que vous avez là, et se placer au sein de cette structure. Ça va casser les liaisons que vous avez entre les divers modules que vous avez là et fragiliser, si vous voulez, le verre avec toutes les autres propriétés qui sont impactées par ça, en particulier les propriétés d'absorption de la lumière, parce que les matériaux qui sont les plus purs et les plus transparents, ce sont les matériaux formateurs de réseau. Donc on avait ça en 1973, quand on a commencé à travailler sur l'élaboration des fibres. Élaborer une fibre, c'est quoi? C'est partir, là vous avez à gauche le principe de fibrage, à droite le premier appareil, le premier prototype de machine de fibrage que nous avons fait. À gauche, vous avez la fibre, la préforme. La préforme, en fait, c'est une grosse fibre optique d'une dizaine ou d'une vingtaine de millimètres de diamètre, avec la même structure. Un cœur
avec un indice de réfraction plus important que celui de la gaine qui est à l'extérieur. Eh bien, cette préforme, parce qu'elle est manipulable, c'est celle qu'on va préparer dans l'étape suivante, on l'introduit dans le four, et c'est un verre, donc la température, et si elle est bien choisie, ça va faire se ramollir le verre, et avec une bonne viscosité, grâce aux tensions superficielles qui lui permettent de rester cohérente, pas se casser. Hein. Imaginez un peu comme comparaison une bouteille d'huile qui verse à partir d'un gros goulot un filet. Ce filet, il se rétrécit, un peu comme la fibre ici. Et la fibre qui sort du four, on l'accroche, on la rend solidaire d'un cylindre qui tourne. Et donc, on ajuste la vitesse de rentrée de la préforme dans le four à la vitesse de sortie de la fibre, de manière à avoir un diamètre de fibre que l'on vise théoriquement vers 125 microns. Pour vous donner une idée quand même, imaginez que vous avez une préforme qui fasse 10 mm de diamètre, 1 mètre de long, eh ben, elle sera capable de fournir une fibre de 100 microns de diamètre et d'1 kilomètre de long. De 10 km de long, pardon. Donc, avec ce four, on a bien appris à fibrer, ce qui n'était pas évident au départ, mais les meilleures fibres qu'on a pu faire, elles étaient à 20 décibels au kilomètre. Donc c'était insuffisant pour faire des liaisons compatibles avec l'utilisation en transmission optique telle qu'on les visait. Donc pour ça, il y a l'équipe autour d'André Regreni qui a développé un système, ils en ont développé plusieurs, mais celui qui a abouti, c'est un système de synthèse de formateurs de réseau, donc synthèse de silice ou de silice avec l'oxyde de germanium ou l'oxyde de phosphore qui permettent de moduler l'indice de réfraction, d'avoir au cœur un indice de réfraction supérieur à celui qui est là. Et en fait, pour faire ça, on est parti d'un mélange de chlorure de silicium ou des autres matériaux destinés à faire ces fibres en matériaux formateurs de réseau. Et ces chlorures, on les mélange gazeux avec de l'oxygène, avec éventuellement un gaz porteur, le tout dans des bonnes proportions qui leur permettent, une fois introduits dans le tube, excusez-moi, qui est un tube de silice, qui sera chauffé à l'extérieur par un chalumeau à une température de 2200-2300 degrés, donc très 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 important. Donc les chlorures vont réagir avec l'oxygène pour former des verres de silice ou verres de silice un petit peu modifiés, et se déposer directement sur la paroi du tube. Et on commence par déposer de la silice pure, et ensuite, une fois qu'on en a déposé suffisamment, on va déposer la silice avec de l'oxyde de germanium ou de l'oxyde de phosphore, et avec une variation en épaisseur dans le tube qui correspond à ce qu'on va vouloir faire au point de vue préforme de fibre optique. Mais ça aboutit, là que vous avez le prototype qui est là, vous reconnaissez là où on va barboter l'oxygène dans les chlorures liquides qui sont liquides à température ambiante pour entraîner ces vapeurs de chlorure dans l'oxygène, introduit dans le tube qui est là vertical sur ce schéma-là. Et j'y arriverai. Et là, vous avez le chalumeau qui, alternativement, monte et descend pour chauffer et permettre la réaction. Mais ça, on ne sait pas le fibrer. On ne sait pas le fibrer. Et pour le fibrer, il faut faire ce qu'on appelle un rétrain, parce qu'on a un tube assez gros, hein, et on va utiliser une technologie verrière très connue, qui est de rétreindre ce tube de manière à le transformer en un barreau plein. Et pour ça, on le met sur ce qu'on appelle un tour de verrier, là que vous avez ici en exemple, hein, un tour de verrier, et qui est chauffé par un chalumeau qui va se balader
le long du tour de Verrier, et sous l'effet des temps, ça va ramollir la silice, et sous l'effet de la tension superficielle, ça va se rétreindre en un barreau. Et donc ce barreau, c'est la préforme que l'on a réalisée. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de four à l'époque. On n'avait pas de four pour permettre de fibrer ça. Parce qu'il fallait fibrer ça, je vous rappelle, à une température supérieure ou de l'ordre de 2000 degrés. Pas de four, parce qu'aucun élément chauffant ne permettait d'avoir la préforme qui rentrait dans le tube qui est ici et être chauffée et pour être fibrée par en dessous. Donc on a inventé un four. On a fait le choix de ce soit un four par induction, un peu comme dans votre cuisinière, mais sauf que là, il s'agit d'une autre géométrie. Un four par induction, vous avez une spirale, un solénoïde d'induction, qui est refroidi à l'eau sans arrêt, à l'intérieur duquel on a choisi de mettre un morceau de graphite que l'on a percé au centre. Ce morceau de graphite, il ne faut pas qu'il se consume en chauffant, parce que là, ça va chauffer au droit du tube ici. Il ne faut pas qu'il se consume, et donc pour ça, il faut le protéger. On l'a protégé à l'extérieur par un tube de silice très fin. Ce tube de silice qui est en contact ici avec le froid du refroidissement de la spire d'induction. Et de l'autre côté qui est en contact avec le graphite. Donc l'extérieur du graphite était protégé. Et pour l'intérieur, c'est tout simple. On a imaginé de mettre un bouchon d'azote qui empêchait l'oxygène de l'air de rentrer. Ce qui fait que ce four pouvait monter à 2000 degrés facilement, très rapidement, sans aucune inertie, et permettre le fibrage dans ces conditions-là. Et grâce à ça, on a fibré au CNET dès la fin 1974. On a fibré des fibres de silice qui étaient à 4 décibels au kilomètre, donc ce qui les rendait déjà concurrentiels par rapport à ce qui existait par ailleurs. Et fin 1975, on est même descendu jusqu'à nettement moins que 2 décibels au kilomètre, ce qui était à peu près un record absolu pour ce genre de matériaux. Et après, on s'est amusé. On a fait un four, non pas avec un seul tube, mais 5 tubes. Et ça a été beaucoup le travail d'Alain Gouronec qui nous a beaucoup aidé pour faire ça. Et donc là, vous avez 5 tubes indépendants. Avec ici, vous avez les arrivées des inducteurs de haute fréquence. Et ici, vous avez 5 fibres qui en sortent, avec ici les bouchons d'azote qui sont mis ici. Donc, l'idée de combien des 1976 ou 77 a envoyé tout ça, transféré tout ça à l'industrie. Je m'appelle Jean-Claude Simon, donc j'étais chercheur au CNET pendant 25 ans, et ensuite je suis passé à l'ENSAT, que vous connaissez. Voilà. Voilà, donc pour prendre la succession du professeur Stéphane, qui partait bientôt en retraite, que je salue, il est au fond de la salle là-bas. Voilà. Donc je vais vous parler d'un exemple de ce qu'on faisait en recherche au CNET. C'est de la recherche amont, c'est-à-dire bien avant le développement. Et je vais vous parler d'amplification optique. Amplifier la lumière, pourquoi ? Vous avez entendu que les fibres avaient, à l'époque, beaucoup de pertes. Et donc, si vous vouliez envoyer le signal suffisamment loin, il fallait lui redonner un peu d'énergie. Et donc, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait détecter le signal, l'amplifier de manière électronique, et ensuite remoduler un laser, coder l'information sur un laser et repartir. Et donc, moi, ça me semblait pas mal compliqué. Et
j'étais très intéressé par l'effet laser, et qui était apparu il y a pas très longtemps. Et donc j'avais proposé pour ma thèse de 3e cycle d'utiliser l'amplification optique directe qui est permise par l'effet laser. Et je pensais que ça serait beaucoup plus simple et fiable. En plus de ça, le milieu amplificateur laser a une largeur de bande énorme, vous voyez 5000 GHz. Un photodétecteur et un amplificateur électronique, c'est 10 à 20 GHz, enfin un peu plus aujourd'hui. Voilà. Et puis surtout, ce qui me paraissait intéressant, c'était la transparence du processus par rapport au format de modulation. Vous pouvez moduler l'amplitude, la fréquence, la phase. Si vous faites ça avec un système classique, avec un détecteur, il faut changer complètement l'électronique à chaque fois. Voilà. Et on verra à la fin un atout très important. Alors donc ça, c'était l'objet de ma thèse de 3e cycle. Et il s'agissait de réaliser un amplificateur en guide optique. Pourquoi un guide optique? Parce que les fibres, ce sont des guides optiques, et si vous voulez adapter tout ça, il faut aussi un guide. Et aussi pour des tas d'autres raisons, des raisons de rapport signal sur bruit, etc. Donc voilà, alors la première expérience, c'était une plaquette de verre recouverte d'une couche de vernis dans laquelle j'avais mis un colorant fluorescent qui pouvait présenter l'effet laser, et puis un faisceau qu'on appelle de pompe focalisé sur le trajet du signal lumineux qui venait d'un laser hélium-néon. Et puis voilà, donc ça marchait plutôt bien, mais le problème, c'est que le colorant se dégradait assez rapidement, et donc c'est pas très fiable pour mettre ça dans un circuit de télécommunication. Alors, ça, juste une idée de l'expérience, c'était vraiment des expériences de physique. Donc, il y a deux lasers. Le laser de signal, ici, c'était un laser à colorant fluorescent. Et le laser de pompe, c'est ce laser-là, qui était un laser également à colorant fluorescent, synchronisé parce que ça marchait par impulsion. Et puis, on focalisait tout ça, et le guide optique est ici. Voilà, je l'ai un peu grossi, mais on ne voit pas grand-chose. Alors, du coup, il fallait trouver un matériau fiable, de préférence compact, et à très fort gain. Et fort heureusement, quelques années avant, les diodes laser étaient apparus. Les diodes laser, vous savez tous ce que c'est. Il y en a dans vos lecteurs de compact disque, etc. Bref. Et alors, le problème, c'est que, et surtout, c'était quelque chose de bien compatible avec les fibres monomodes qui commençaient à sortir. Enfin, en laboratoire. Alors là, il y a une anecdote. Du coup, certains dans ma hiérarchie, mais des gens très hauts, pensaient que ça ne pouvait pas marcher pour des raisons un peu compliquées à expliquer, mais je pourrais vous expliquer. Et puis d'autres, des gens plus bas dans la hiérarchie, c'est-à-dire mes chefs, notamment Michel Tréheux, ils m'ont laissé travailler. Voilà. Et alors, donc, je ne pouvais pas avoir de composants, donc j'ai acheté des lasers qui venaient de sortir aux États-Unis, et j'ai déposé avec l'aide de collègues des couches masses pour enlever les miroirs sur les faces d'entrée-sortie pour empêcher le laser de laser, d'osciller, mais du coup ça permettait qu'il amplifie le signal. Voilà. Voilà, alors avec ça il fallait convaincre les gens d'en haut, et donc j'ai réalisé avec mes collègues une expérience dans laquelle, dans une ligne optique simulée avec des atténuateurs, on avait placé un amplificateur
et puis en fonction de la puissance du signal à l'entrée, eh bien, on a montré qu'on pouvait obtenir une augmentation de la portée du système. Et donc ça a permis de débloquer un peu la situation. Du coup, alors là, on va se reporter 15 ans après, donc on a travaillé, beaucoup de gens. Je parle uniquement de ce qu'on a fait au CNET, hein, parce qu'ailleurs, il y avait de la concurrence. On était, enfin, fin 90, il y avait 3 équipes et 45 personnes sur ce projet qui est arrivé après le projet monomode, mais on avait pu réaliser un amplificateur à semi-conducteur avec la connectique tout compris. Voilà. Alors, en 1987, on a vu arriver un autre type d'amplificateur. Donc moi, j'étais à cette conférence, et puis j'ai vu cette expérience dont je vous ai montré un extrait de l'article réalisé par les auteurs de l'université de Southampton. Donc c'est un amplificateur à fibre dopée, c'est-à-dire au lieu d'utiliser un semi-conducteur, ils utilisent une fibre dans laquelle ils ont mis des ions erbium, et ils ont pompé ces ions erbium avec un autre laser, et c'était parfaitement adapté à la fibre de ligne, qui était une fibre monomode, donc pas de perte de connexion, et puis des propriétés très intéressantes sur la polarisation, mais je vais vous passer ça. Et ça, c'est en 87. Et on va dire, même pas 10 ans après, 5 ans après, je dirais, il y a eu des amplificateurs à fibre dopée à l'herbium, c'était de ça, c'est les atomes d'herbium, qui étaient commercialement disponibles. Et puis en même temps, les semi-conducteurs, ils ont continué leur chemin. Et ça fait à peu près 2 cm à peu près de long. Et ça, c'est un boîtier qui fait à peu près 10 cm de long. Donc ces amplificateurs à fibre dopée sont plutôt utilisés dans les systèmes sous-marins, les systèmes à longue distance, et puis les semi-conducteurs, les amplificateurs optiques à semi-conducteurs. Il faut lire à l'envers en français, hein. Sinon c'est semi-conducteur optical amplifier. Et c'est plutôt aujourd'hui utilisé dans les terminaux, les systèmes terrestres, enfin, puis dans les circuits optiques, où quand on a besoin de gains, dans les circuits optiques intégrés, eh bien, il faut réamplifier le signal aussi. C'est une fonction. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, très bien. C'est ma dernière diapo. Alors, à la fin des années 90, il y a eu un mariage fantastique entre l'amplification optique et ce dont on a parlé tout à l'heure, le multiplexage en longueur d'onde, qui consiste simplement à envoyer plusieurs canaux, plusieurs longueurs d'onde, modulées différemment, peu importe. Ça augmente la capacité du système. Alors, s'il n'y avait pas d'amplificateur optique, il faudrait débobiner tous ces canaux. C'est ce qu'on appelle un démultiplexeur, réamplifier tous les canaux séparément. Donc quand il y a une centaine de canaux comme aujourd'hui, vous imaginez la complexité. Alors qu'avec un seul amplificateur, eh bien, vous amplifiez tout ça d'un seul coup. Et puis c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès. Eh bien, je vous remercie. On va passer à la deuxième partie, en fait. Vous avez vu la genèse, en quelque sorte, dans une première phase. Et maintenant, on va voir comment la photonique dans le Trégor s'est développée par la suite. Vous comprendrez qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une petite cassure, une rupture qui va expliquer pourquoi le Trégor est devenu un pôle optique important. Merci, bonjour à tous, bonsoir. Alors je vais donc vous parler des débuts du pôle optique à Lannion, des débuts qui ont été très mouvementés. Alors l'histoire commence en 93, quand la direction de France Télécom décide d'arrêter les recherches sur les matériaux
technologies et composants au CNET. Alors sont concernés les centres de Bagneux, Grenoble et Lannion. Alors c'est un choc parce que sur l'ensemble des sites, ça représente environ 500 personnes qui vont devoir partir ou changer d'activité. Alors, à Lannion, une cellule a été mise en place pour aider les personnes à gérer une évolution de carrière. Alors, les possibilités qui étaient offertes, eh bien, c'était de rester dans la maison, mais de changer de métier. Ensuite, il y avait la possibilité de partir à l'université pour ceux qui pouvaient prétendre à un poste d'enseignant chercheur. Ce qui veut dire que c'était les personnes qui avaient une thèse et éventuellement l'habilitation à diriger des recherches. Alors, en général, les personnes qui sont parties dans l'université partaient avec leurs équipements qui parfois étaient extrêmement coûteux. Alors, ça permettait à ces chercheurs-là de continuer une partie de leurs activités et aussi, ça permettait aussi de conserver le patrimoine de France Télécom. Alors, on peut dire à ce moment-là qu'on a eu pratiquement un transfert de labos, d'activités de recherche du CNET vers l'université. Alors tout ça, c'est bien concrétisé au niveau ministériel pour que ça se passe bien pour les personnes. En 1995, le Conseil régional de Bretagne décide de soutenir la filière opto-télécom en Bretagne. Alors, c'était avec des moyens modestes parce qu'elle pouvait financer des thèses, éventuellement des projets. Et c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai été amené à rédiger une sorte d'état des lieux de ce qui se passait en Bretagne sur l'optique télécom. Alors, ce travail a été fait en collaboration avec la dite Anticipa. Alors, la carte que vous voyez ici représente la situation à la fin des années 90. Alors, vous voyez que la recherche est quand même localisée à Lannion, Brest, l'INSA de Rennes, et puis aussi un peu à Lorient. Par contre, toute l'activité industrielle se situe à Lannion. 98-99, des anciens du CNET créent des start-up. Alors, il s'agit de iWave et Algeti. Et la création de ces start-up va avoir un impact et un retentissement très fort au niveau local, mais aussi au niveau national. D'autant plus que quelques années auparavant, des anciens de l'ENSAT avaient déjà créé IDIL et Optocom qui deviendra Keopsys par la suite. Donc c'est à ce moment-là qu'à Lannion, on parle, alors j'ai mis, c'est Optics Valley, mais en fait, non, c'était Trégor Valley. Alors, arrivent les années 2000. On vit dans ce qu'on appelle la bulle Internet. Alors, cette bulle Internet, elle résulte en gros de deux choses. Tout d'abord, le trafic Internet explose, et donc les opérateurs télécoms historiques comme France Télécom modernisent leur réseau. Ensuite, en 1995, l'Europe a imposé la libéralisation du secteur télécom. Donc, de nouveaux opérateurs vont apparaître sur le marché qui, eux aussi, vont construire des réseaux. Alors, tout cela fait que la demande en équipement est extrêmement importante et bien sûr, Lannion en bénéficie. Bon. Les industries tournent à plein régime. Elles ont du mal à tenir les délais, donc on embauche massivement. Bon, ça crée évidemment une situation euphorique qui fait des envieux, parce que c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître en France d'autres
Optics Valley. Alors, il y en avait déjà une à Paris, Paris-Saclay, mais d'autres se sont annoncés à Bordeaux, à Limoges, à Saint-Étienne, dans la région Rhône-Alpes. Il y avait Pop Sud aussi. Alors, cette situation, bon, c'est embellie pour Lannion, elle ne va pas durer. Parce que les opérateurs ont installé des réseaux extrêmement de dernière génération et ils ont vu large et ils ont vu loin. C'est-à-dire qu'avec ce qui est installé, ils vont pouvoir étaler, j'allais dire, la demande de débit sur plusieurs années. Donc, les commandes vont chuter. Et ça va être dramatique pour Lannion. Non seulement on perd beaucoup d'emplois, mais des poids lourds disparaissent, Alcatel Optronics, Pirelli, Sesco. En plus, le CNET réduit les équipes. Alors, les PME sont secouées ou disparaissent. iWave va évoluer vers Manlight. Alors, vous voyez, ce n'est pas beaucoup de personnes. Concernant Algeti Corvis, alors, elle va disparaître, mais on ne baisse pas les bras. Le fondateur de Algeti va fonder Oxus et un de ses collègues va fonder Equidops. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a quand même, à Lannion, quand on regarde le nombre d'entreprises qui sont là, on n'en a jamais eu autant. Ça veut dire qu'il y a toujours, j'allais dire, un vent de start-up qui souffle. Alors, ce qui est nouveau dans cette période, c'est qu'on paraît une diversification. Hein, des exemples, par exemple, comme... alors, attendez, celle-là, Quantum, Radio... Bon, celle qui fabrique... Crystallens, elle fabrique des lentilles pour le cristallin qui utilisent des technologies qui n'ont plus rien à faire, plus rien à voir avec avec la fibre. Alors, concernant la recherche, eh bien, ce sont les GIS Photon et Perfos qui vont prendre la relève, en gros, de ce qui se passait au CNET. Donc, moi, j'ai fini. Eh bien, rebonjour. Je vais vous parler du laboratoire Photon, l'historique. Alors, ça ne va pas être très long. Donc, quand je suis arrivé à l'ENSAT en 1998, la première mission qui m'a été confiée, c'était d'aider à constituer un projet scientifique avec plusieurs partenaires dont je vais vous parler, pour accueillir une vingtaine de personnes qui étaient volontaires pour venir au CNET, du CNET pour venir dans le milieu académique. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y avait 3 pôles universitaires d'accueil. L'Université de Rennes avec l'ENSAT et l'IUT. Télécom Bretagne, le département d'optique. Et puis l'INSA de Rennes, laboratoire de physique du solide. Alors, ce projet fédérateur, qui était financé par le contrat de plan État-région 2000-2006, incluait une plateforme technologique. C'était cette plateforme qui devait accueillir les personnels dont je vous parle. Donc, elle accueillera en fait 10 volontaires qui venaient du CNET. Donc, Dominique Bosque vous parlera de ce fameux centre commun lagnonnais d'optique, le CCLO. Alors, ce GIS était par 4 partenaires, donc le NSC de Bretagne, l'ENSAT Lannion
l'INSA de Rennes, et puis s'est greffé un petit laboratoire de physique de Rennes. Donc le programme scientifique, c'était essentiellement des matériaux jusqu'au réseau de télécommunications. C'était ciblé sur les fonctions optiques pour les télécommunications. Donc voilà, donc il y a eu des sous qui ont été mis par l'État, la région, les collectivités, etc. Et donc au cours de ce GIS qui a duré de 2000 à 2006, il y a eu 6 permanents qui ont été créés durant ce projet. Alors, assez rapidement, ce GIS a bien travaillé et il y a eu pas mal de projets qui se sont faits au cours du déroulement du projet. Un deuxième GIS qui s'appelait Griffiths, Dominique, tu rappelleras le nom, je ne sais plus exactement, mais il y a fibre optique dedans. Et puis, les partenaires ont participé à plusieurs projets nationaux et européens du PCRD. Voilà, donc on a pas mal travaillé et justement, sur la base de la réussite de ce GIS, le CNRS a accepté de créer une unité mixte de recherche du même nom, avec les 3 des 4 partenaires du GIS. Et donc, c'était la première unité, on va dire, délocalisée en France. Et donc, en 2004, cet UMR est devenu l'Institut Photon, qui est un institut du CNRS. Et voilà, donc ça roule. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour, je suis Dominique Bosque. Donc, comme l'a signalé Jean-Claude, je me suis occupé de créer le Centre commun Lagnonnais d'optique. La direction de France Télécom de supprimer les études sur les composants et sur l'optique a été très efficace puisque ça ruinait complètement les recherches optiques au CNET. Et donc les gens ont été éparpillés dans différentes situations, différents lieux et se sont reconvertis. Alors il y a quelques 10 volontaires qui ont voulu continuer la recherche académique et grâce au CPER Photon dont a parlé Jean-Claude, le contrat de plan État-région, on a pu créer ce centre, alors qui était centre commun parce qu'il est commun entre des personnes qui sont de statut associées à l'ENSAT et des personnes de statut associées à l'ENST Bretagne. Donc ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait plusieurs statuts en fait dans ce centre. Ce qui était difficile aussi, c'est qu'on avait beaucoup d'argent, comme l'a signalé Jean-Claude, mais on n'avait pas de laboratoire. Donc il a fallu d'abord créer des projets de recherche alors qu'on venait d'horizons un peu différents et à essayer de travailler pendant 2 ans dans des endroits un peu particuliers pour pouvoir avancer. Et donc on a eu grâce... le CCLO a mené dans son berceau, dans son escarcelle, le site 3 de l'ENSAT, qui était en fait qui est l'ancienne clinique de Lannion, et dont la rénovation a coûté à peu près 2 millions d'euros. Donc on a pu bénéficier de ça, et pour créer donc une plateforme avec des salles blanches. Alors pourquoi des salles blanches? Parce que la plupart des gens qui venaient au CCLO avaient travaillé en optique guidée, c'est-à-dire en optique de propagation dans les fibres et aussi dans les circuits intégrés optiques. Donc il fallait des salles blanches pour pouvoir réaliser ces circuits. Donc on a été la première salle blanche universitaire en optique intégrée en France. Donc on voit des images ici. Donc là, les images de droite montrent une personne un peu avec encagoulée
dans une salle qui fait à peu près 35 mètres carrés, qui est une salle de classe 100, donc dans laquelle on a fait réaliser les circuits intégrés optiques. On a bénéficié aussi de laboratoires de spectroscopie, microscopie électronique, microscopie à force atomique, des laboratoires d'optique et de laboratoires de préparation des matériaux. Donc on a réalisé aussi on a récupéré un certain nombre d'appareils du CNET, mais on a aussi construit des équipements. Donc là, il y a 2 photos, un équipement de mesure de mode à champ lointain et un équipement de mesure d'indices sur des films à différentes longueurs d'onde. Alors les études qui étaient... J'ai donné un peu les... Ouais, ça a débordé. Les différents types d'études ou des thèmes d'études qui ont été traités au CCLO concernaient d'abord les technologies de fabrication de circuits intégrés optiques. Donc il y avait des technologies de gravure optique pour faire des guides comme vous voyez en haut à droite. Donc c'est des circuits qui font à peu près 1 micron à 2 microns de large ou de haut et qui sont sur des wafers que vous voyez le cercle à droite comme des wafers électroniques où on arrivait, ce wafer a été fait au CCLO. On a développé aussi une technique originale de photo-inscription de guide. Donc pour la première fois, on a pu faire ça. J'en ai pas trouvé d'autres dans la littérature. Donc cette technologie nous a permis de lancer un projet européen avec le CNR italien et des Belges et Multitel. Et puis on a créé beaucoup de guides tout à fait différents pour des applications très variées. Alors ces guides étaient très petits, de l'ordre de 1 micron ou 2 microns, sachant que le cœur d'une fibre classique, c'est à peu près 7 microns du diamètre. Donc il fallait pouvoir sculpter le mode optique qui sort d'une fibre, qui est assez gros, et pouvoir l'injecter dans les guides. C'est pour ça qu'on avait une activité de couplage où on prenait une fibre, un morceau de silice qui était soudé, qui est blanc ici, et ensuite un morceau de fibres à gradient d'indice, comme les premières fibres optiques, et ça permettait, suivant la taille là où on coupait le tronçon, d'avoir le diamètre exact qu'il fallait pour diminuer les pertes optiques. Bon, ensuite, on a travaillé bien sûr sur des fonctions qu'on a réalisées avec ces guides. Donc là, j'ai mis un exemple d'un démultiplexeur, c'est-à-dire on arrive avec beaucoup de longueur d'onde sur une fibre et elle passe près d'anneaux, et quand la longueur d'onde est en accord de phase avec l'anneau, elle va de l'autre côté de l'anneau et on peut la séparer du bloc de longueur d'onde. Et on peut démultiplexer ainsi un faisceau multiplexé en longueur d'onde. Alors la difficulté, c'était de créer ces anneaux, donc ils font à peu près 100 microns de diamètre, et surtout de régler l'interface entre le gap entre le guide et l'anneau. Ça, c'est extrêmement pointu. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on bénéficie aussi de compétences à l'ENSAT, à Photon, qui travaillait beaucoup sur la modélisation des micro-résonateurs et qui continue du reste à travailler là-dessus. Donc là, j'ai mis toutes les interactions qu'on a pu avoir, qui sont plus ou moins importantes. Donc il y en a beaucoup avec des PME de Lannion. L'avantage qu'on avait d'avoir beaucoup d'équipements permettait de pouvoir aider des entreprises pour faire des dépôts, par exemple. Donc ça a été intéressant. On a travaillé sur des projets ANR où on a eu comme partenaire l'IRENA à Nantes, le LVC, c'est le laboratoire des verres et céramiques, dont on parlera après, l'IETR, le Césame à Nantes, qui est un labo de chimie, le NS Lyon, voilà, le genre de partenaires que l'on avait. Alors, c'est difficile de trouver tous les faits marquants qu'on pourrait lister au CCLO. Donc j'ai noté ceci, on a eu 2 médailles Kingsley qui récompensent
une publication originale dans Optical Engineering. Après, j'ai dirigé une édition spéciale dans le journal américain Fiber Integrated Optics avec une quinzaine de labos français. Donc ça nous a fait connaître à l'international. Ensuite, j'ai créé le GIS Griffiths pour, comment dirais-je, améliorer les connexions entre Perphos, dont on parlera après, donc qui sera une plateforme dirigée par les industriels, mais avec les universitaires. Donc il fallait qu'il y ait des projets qui naissent entre Perphos et les laboratoires qui sont cités ici. Il y avait l'ENIB à Brest, le laboratoire des verres et céramiques à Rennes et l'IRENA à Nantes. Voilà. Puis nous avons été aussi cités dans Nature Photonics. Voilà, j'ai fini pour cette... Voilà, je me rends le micro pour la création de Perphos et Photonics Bretagne. Donc pour Perphos et Photonics Bretagne, on était quatre fondateurs. Comme vous l'a expliqué Daniel, ça n'a pas été... Il y a eu un creux à Lannion qui a été assez dramatique. C'était notamment la chute d'iWave, de Corvis, pardon, et Alcatel Optronics surtout. Non, Alcatel Optronics avait créé une grosse usine de laser à Lannion qui n'a pas duré 2 ans et donc a été complètement liquidée. Donc c'était pas très, très facile. Et nous, ce qui se passait... Alors je suis désolé, le transparent est mal passé, mais j'avais remarqué qu'on avait fait des fibres au CNET, mais on avait fait des fibres qui étaient destinées à la transmission, à la distribution. Donc c'est des fibres monomodes, c'est le même type de fibre qui s'appelait la SMF 28. Et ce qu'on voulait, c'est pour que, comme les télécoms, il y avait la bulle télécom, et comment dirais-je, les institutions lagnonnaises et départementales ne voulaient plus entendre parler de l'optique parce que l'optique c'était la bulle télécom. Donc il fallait trouver autre chose. Et autre chose, c'était les fibres optiques spéciales, c'est-à-dire des fibres optiques qui n'ont pas du tout la même structure que la fibre de transport classique et qui pouvaient permettre énormément d'applications. Donc là, j'ai mis en Europe ce qui commençait à se faire. Donc, voyez, en Italie, c'est Corning qui était le précurseur des fibres. À Berlin, à Jena, pardon. Il y avait NKT au Danemark qui faisait des fibres microstructurées, qui avaient les brevets sur ces fibres-là. Il y avait évidemment en Angleterre, Southampton et Bath, qui avaient déjà fait des fibres microstructurées. Et 5, ça doit être Limoges, qui avait un laboratoire CNRS qui déjà fibrait des fibres microstructurées. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'iWave, ayant des difficultés, nous a confié au laboratoire d'Optronics, qui est devenu Photon, les 2 lignes de fibrage et le banc de préformage de fibres, pour dire, ben voilà, essayez de faire quelque chose avec ça, et puis vous nous la rachèterez, on verra. Donc avec Jean-Claude Simon, on a voulu créer une plateforme multisite. On a proposé au CNRS, on est allé à Paris à la direction du CNRS, en disant voilà, à Limoges vous faites des fibres microstructurées. Il y avait aussi des fibreurs à Lille. Il y avait un laboratoire à Nice qui faisait du préformage, qui étudiait le dopage des préformes. On va faire, avec la plateforme de fibres de Lannion, on va faire une plateforme CNRS qui s'appelait Perform. Et le CNRS a dit non, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Développez d'abord votre plateforme, on verra après. Donc c'était ça en 2002. Donc je me suis dit il faut faire autre chose. Donc on a créé un projet, on a soumis un projet au réseau de micro et nanotechnologie. Donc il y avait plusieurs réseaux de l'Agence nationale de la recherche qui finançaient les projets. Donc on a dit on va appeler notre projet Perphos. C'est la première fois qu'on l'a appelé comme ça, pour plateforme d'études et de recherche de fibres optiques spéciales.
Donc avec un certain nombre de labos, donc iWave de Lannion, Keopsis aussi de Lannion, Melonera, l'IOTA, l'Institut d'optique à Paris, le CEA List. Donc c'était un gros projet, mais qui a été aussi refusé, mais qui a servi de trame pour faire le business plan, pour créer la plateforme Perfos, qui va être une plateforme commune d'industrie de labos publics, mais la région qui nous a aidés pour faire ça a demandé que ce soit piloté par les industriels, pour être sûr qu'en fait il y aurait vraiment des interactions entre la recherche-développement et l'industrie. Alors, donc fin 2023, on a pu créer cette plateforme. On a embauché 5 personnes, je crois, en décembre 2023, début 2024. Donc quelques courageux qui ont osé partir dans cette aventure et qui continuent, puisque ça marche bien. David vous en parlera tout à l'heure. On a commencé à essayer de faire des projets entre Perfos et les industriels. Alors il y avait des fibres microstructurées, il y avait des fibres en calcogénure qui étaient faits, c'est un verre qui était fait par des collègues de Rennes. Il y avait des fibres laser, pas du tout télécom, qui étaient à 900 et quelques nanomètres, des fils multimondes, des fils carrés même, je crois, pour Idil. Bon, ça a commencé à prendre tournure. Mais ce qui se passe, c'est que on s'est très vite aperçu que se limiter à la fabrication de fibres pour faire du prototypage, par exemple, n'était pas suffisant. Donc il fallait élargir un peu les activités de Perfos. Et ça d'autant plus que il y avait on en a parlé un petit peu avec Daniel, il y a des pôles qui se créaient en France. Il y avait 7 pôles optiques qui est réunis dans le CNOP, le Centre national de optique. Et ces pôles commençaient à être assez agressifs pour attirer des entreprises. Notamment, il y avait un pôle qui est à Bordeaux, qui s'appelle la Route des Lasers, et qui est un pôle de compétitivité. Donc ils étaient assez puissants, et ils travaillaient avec les gens de Limoges qui faisaient des fibres microstructurées. Il y avait un pôle aussi de compétitivité qui s'appelait Optitech à Marseille, qui était le plus agressif de tous, mais qui maintenant ne marche plus, a coulé. Et il y avait un pôle aussi important à Lille, et qui travaillait avec Alcatel sur des méthodes de dopage particulières pour faire des fibres très longue distance sans ion OH, enfin à très très faible perte. Donc c'était pas du tout dans notre domaine. Donc il fallait absolument changer Perfos. Donc moi j'avais commencé à faire un pré-projet en 2006 qui a été arrêté à la Technopole parce qu'il y avait le prochain contrat de plan État-région qui arrivait en 2007, le projet Ponant. Et après, je me suis dit, il faut impliquer un peu tout le monde. Et j'ai proposé une charte à tous les acteurs industriels et universitaires avec 3 objectifs: structurer la photonique bretonne et la rendre visible à l'international, avoir une stratégie commune formation, recherche et industrie. C'est-à-dire, il faut vraiment une bonne cohésion entre ces 3 domaines, et surtout faciliter l'accès des PME au marché cible, de façon à ce que les PME voient un intérêt à travailler avec Perfos. Donc ce projet, je l'ai présenté, on l'a présenté à des conseillers de Le Drian, et puis à Joël Lejeune, président de LTC, et à la région, et ils ont donné leur accord. Alors ce qui était difficile, c'est qu'avant, le Conseil général, par exemple, disait qu'à Lannion, c'était la crise depuis 1995, qu'on ne pouvait rien faire. Et là, heureusement, avec la région, et en temps un peu plus haut, on est même allé au ministère de l'économie, on a réussi à convaincre qu'il fallait créer cette Photonics Bretagne. Photonics, d'abord, le premier mot pour que ce soit visible à l'international. Et on a modifié les statuts, donc en 2011. Alors, un peu avant, le directeur de Perfos est parti.
il est parti à Bordeaux, à la route des lasers, créer une entreprise. Donc vous voyez qu'il y avait des risques que les industriels quittent Lannion si on ne créait pas Photonics Bretagne. Et en 2009, suite au départ de Nick Traynor, on a embauché David Méchin, que vous entendrez tout à l'heure, qui dirige Photonics Bretagne. Donc là, en 2009, il y avait à peu près 500 emplois dans les PME en Bretagne, donc un grand pôle à Lannion, et à peu près 200 en recherche. Donc déjà, Photon était structuré, vous l'avez vu, entre Lannion, Rennes et Brest. Et là, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que dans la charte, qui a été signée par 35 partenaires industriels et universitaires, même les Rennais ont signé pour que ce soit un pôle qui soit à Lannion. Donc il y avait quand même une très bonne entente entre nous au niveau régional. Donc voilà, je pense que je vais céder la parole à David. Bon, bonjour à tous et à toutes. Dominique me donne le micro, donc c'est aussi l'occasion pour moi de dire que si je suis là, c'est parce que Dominique Bosc m'a pris en stage au CNET en 98. Je suis venu, moi aussi j'étais là en 98 au CNET. C'était un stage de DEA qui était proposé par Dominique. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué en thèse au CNET. Après, j'ai fini ma thèse à iWave. Après, je suis parti un peu à l'étranger. Je suis revenu à Photonics Bretagne en 2009. Toujours aussi grâce à Dominique, qui était toujours un petit peu dans ceux qui potentiellement ont fait venir. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de le remercier vraiment de tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis à Lannion. Donc, comme je disais, je suis donc David Méchin, je suis le directeur de Photonics Bretagne. Et donc, je vais vous parler finalement de la situation actuelle. On a parlé beaucoup du passé. C'était d'ailleurs l'objectif de la réunion aujourd'hui. Donc, voilà, mais c'est toujours bien aussi de voir finalement actuellement qu'est-ce qui se passe. Je vais commencer donc par alors déjà la photonique, parce que c'est vrai que vous avez pu voir, on parlait beaucoup d'optique avant, maintenant on parle plutôt de photonique. En grosso modo, c'est la même chose. C'est uniquement, finalement, on est passé sur le terme photonique, en effet, comme disait Dominique, parce qu'à l'international, on parle maintenant beaucoup de photonique. Et ça rassemble tout ce qui concerne les fibres optiques, les lasers, les capteurs optiques, l'imagerie, etc. Donc c'est une technologie. Quand j'explique ça, souvent, je compare à l'électronique, qui est une technologie qui s'applique à différents milieux applicatifs. La photonique, c'est pareil, on remplace les électrons par des photons. Et donc ça s'applique pas seulement, c'est issu des télécoms, et puis maintenant, ça s'applique un peu à tout domaine. Donc ça continue à croître depuis tout ce qu'on a vu 2010, avec donc aujourd'hui un pôle d'innovation vraiment mondial en photonique. On a des entreprises qui sont reconnues au niveau mondial, donc que ce soit dans les télécoms avec Equinox en particulier, où il y a toujours Orange évidemment, il y a Optical. On a aussi des gens qui sont dans les lasers comme Lumibird, Becatel, Oxus, etc. Je ne vais pas tous les citer. Il y a toujours IDIL, donc j'ai vu que Patrice était là dans la salle, IDIL qui était là en 94 est toujours là en 2024. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la seule entreprise de 94 qui reste, donc on peut féliciter Patrice. Les autres ont, comme ça a été dit, un peu muté. Et puis il y a aussi des entreprises à Brest et à Rennes. Donc, alors je ne sais pas si Alain voulait montrer cette diapo-là, mais c'est une diapo d'Anticipa qui montre la croissance des emplois sur Lannion. Et donc on voit que depuis les années 2010, on a une croissance importante. Aujourd'hui, on est à plus de 109, on a à plus de 1000 emplois directs en photonique. Donc là, on ne parle pas d'Orange, de Nokia, etc. On parle des PME majoritairement. Et donc on voit, ne serait-ce qu'en 2023, on a eu 100 emplois de plus en un an. Donc vous voyez que c'est une filière qui est encore en pleine croissance, et donc plus de 700 emplois. Et donc derrière, bien sûr, ça fait vivre tout un terreau, parce qu'il y a des sous-traitants, des gens qui font de la mécanique, de l'électronique, et donc il y a énormément d'emplois indirects qui sont liés à cette filière photonique. Il y a toujours des laboratoires et des écoles. Donc au niveau des écoles, alors on va du bac pro photonique, donc ça c'est une nouveauté de 2024. Au lycée Le Dantec, maintenant, il y a un bac pro photonique. Donc, on peut faire de la photonique dès le niveau seconde. Donc ça est la première année, là, cette année, en 2024.
On a le BTS photonique qui a au lycée Le Dantec. On a, donc si on parle toujours de Lannion, l'IUT, hein, qui a des composantes photoniques assez importantes avec mesures physiques, réseau télécom. On a toujours l'ENSAT en école d'ingénieur. Et puis on a des masters photoniques, doctorats photoniques qui sont envisageables. Donc on a aussi des choses sur Brest et sur Rennes. Et puis au niveau laboratoire R&D, Photon est bien sûr toujours là, plus que jamais, basé à Lannion avec une antenne, avec une... Au niveau national européen, donc c'est aussi structuré. On a Photonics France qui existe aujourd'hui, donc qui fédère la filière photonique française. Et au niveau européen, on a Photonics 21, on a différentes instances qui fédèrent la filière photonique européenne. Donc on voit qu'on n'est pas les seuls à Lannion. Évidemment, mais dans le terreau national et européen, on est maintenant vu et reconnu comme un pôle majeur de la photonique en Europe. Alors je reviens juste un petit peu en arrière parce que l'historique, ça s'est arrêté finalement avec Dominique en 2010, avec la création de Photonics Bretagne. Donc on a continué depuis, avec en particulier des nouveaux locaux. Hein, la tour de, donc si je pense que la connexion internet marche, je vous montrerai un peu tout à l'heure, on pourra les visiter ensemble à distance. Donc des nouveaux locaux avec une nouvelle tour de fibrage. Donc on était anciennement dans les locaux donc d'iWave avec des anciens équipements de France Télécom. Donc là on a des nouveaux locaux depuis 2017 avec des nouvelles tours de fibrage, donc pour être au goût du jour et à l'état de l'art international. Donc ça a été inauguré en 2017. Et puis, on a continué à développer des choses avec une partie agrophotonique, donc qui est un peu loin des fibres, mais qui est importante de plus en plus pour nous, avec de l'imagerie hyperspectrale, par exemple. Et puis, on a mis en place un axe de formation continue aussi en 2020. Donc PhotoX Bretagne aujourd'hui, en fait, on dit qu'on a deux activités, deux entités. On a un cluster qui est là pour représenter la filière. Et donc dans ce cluster, il y a l'animation de la filière et la partie, on va dire, plutôt axée formation continue ou lien avec la formation. Et on a la plateforme technologique avec le développement de fibres optiques spéciales, donc ce qui était au départ Perfos, et puis la partie donc Agriago. Au niveau de la filière, donc aujourd'hui, donc PhotoX Bretagne, c'est une association, hein, loi 1901. Donc on a des adhérents, et donc on a 125 adhérents, donc une grosse partie qui est basée à Lannion. Mais on a des adhérents à Brest, à Rennes et un tout petit peu dans le Morbihan. Et on a aussi pas mal d'adhérents qui viennent en dehors de la Bretagne, parce qu'ils ont envie de bénéficier du réseau et de la dynamique bretonne. Et donc on accepte aussi les non-bretons dans notre réseau. Donc ça vous donne un ordre d'idée voilà, des adhérents et des entreprises, centres de recherche et de formation qui sont intéressés par la photonique de près ou de loin aujourd'hui, avec aussi donc, les écoles et les centres de recherche qui sont là. Donc, qui dit association dit directoire. Donc voilà, on a la chance d'avoir notre président dans la salle aujourd'hui avec Patrice Leboudec, qui est le PDG d'IDIL. Et puis, comme ça a été dit à l'origine, pour Perfos, c'est les industriels qui pilotent Photonics Bretagne. Donc on retrouve dans le directoire la plupart des entreprises bretonnes et locales qui sont là pour finalement voilà, un peu driver tout ça. Donc aujourd'hui, on est voilà, toute une équipe, un peu plus de 20 personnes. Au niveau des activités, donc pour la filière, l'activité cluster, on a un service aux adhérents. Donc on fait de la veille, on fait du lobbying, on organise des événements, on fait de la mise en relation, on fait de la communication aussi, là, on essaye de mettre en avant la filière. Ça, c'est sur la partie formation. On fait pas mal de formations continues pour les entreprises. Et puis, quelque chose sur lequel on est assez fiers, là, récemment, on a mis en place des stages de 3e en photonique. Donc maintenant, les collégiens lagnonnais peuvent faire leur stage de 3e en photonique. On organise ça pendant une semaine. Et donc là, on les voit devant Lumibird et ils visitent les entreprises locales. Voilà, et donc certains derrière continuent en bac pro photonique, BTS, etc. Donc on essaye d'initier la fibre photonique dès la 3e maintenant. Enfin, même la 4e, parce qu'on va les voir en 4e. Pour le centre technologique, donc on est donc entre le milieu académique et le milieu industriel. On est entre ce qu'on appelle un centre technologique, un CRT. Donc, comme je disais, avec une partie fibre spéciale et une partie un peu biophotonique. Bon, sur la biophotonique, je vais passer vite parce que je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste pour vous dire qu'on amène de la photonique maintenant au terrain, dans le champ, pour mesurer la maturité du maïs ou le stress hydrique de blé, etc. Mais ce qui vous intéresse et ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui
durant la réunion du jour, c'est les fibres optiques spéciales. Donc, on a poursuivi les fibres microstructurées. De la conception à l'intégration, on fait du sur-mesure la plupart du temps. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise ou un labo souhaite une fibre optique qui ne trouve pas dans le commerce, ben on la fabrique sur mesure pour ce labo ou cette entreprise. Donc, on fait toujours des fibres microstructurées, donc avec des trous, des fibres actives pour faire des lasers, des fibres passives, des fibres multicœurs, on fait des réseaux de braques sur les fibres. On fait différents types de revêtements. Voilà, donc on va de la simulation à la caractérisation. On a gardé, donc là ce qu'on voit c'est toujours un banc, je crois que j'ai une photo un peu plus grosse tout à l'heure, un banc MCVD, ça a été évoqué tout à l'heure, les bancs MCVD pour faire les préformes, ben, c'est ce que vous voyez avec la flamme, etc. Donc voilà, je pense qu'on a une capacité assez unique au monde en termes de diversité de fibres qu'on peut faire chez nous. On a des concurrents sur différents types de fibres, mais il y a très peu de structures qui font tout ce qu'on fait. Et il y a pour aussi 2 autres tours de fibrage à l'anion. Maintenant, il y a Excel, donc ça date un peu. Hein. C'était anciennement XBlue, anciennement Xfiber, qui était aussi qui est issu du CNET. Et puis depuis l'année dernière, on a aussi Lumibird, qui est anciennement Keopsys, anciennement Optocom, qui a développé sa tour de fibrage. Donc si vous passez sur la zone, vous pouvez voir maintenant qu'il y a 3 tours de fibrage à l'anion, et ce qui est à peu près unique en France. Donc là, on voit quelques photos aussi des équipements. Alors voilà, donc je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing, si j'ai un petit peu de temps, ça va, oui. Donc on a un outil, alors je ne sais pas si ça va marcher, ça marchait tout à l'heure, on va voir. Oui, ça a l'air. On peut faire de la visite virtuelle. Donc ça, vous pouvez y aller vous-même. C'est sur notre site internet, photonixbretagne.com. On peut faire une visite virtuelle à la fois de la zone et de notre bâtiment. Donc là, on a Photonix Bretagne et Photonix Park en bas. Donc si je clique sur le Photonix Park, vous allez voir, voilà, on a une vue finalement de la zone avec des entreprises qui sont placées ici. Et donc si on clique sur l'entreprise, on a le site internet de l'entreprise. Et donc on voit, c'est assez bien fait, hein, parce qu'on voit même la mer d'ici. Donc on retrouve Excel, on retrouve Limurd, etc. Et puis pour nous, on a un petit truc spécial, c'est qu'on peut même rentrer à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est notre bâtiment, hein, pour ceux qui ne sont pas encore passés devant nous. Donc ça, ce qu'on voit de l'extérieur, ça c'est la tour de fibrage. Et puis ça c'est un ancien bâtiment d'Alcatel Optronics qui était resté vide pendant quelques années après la bulle télécom et qu'on a investi. Et donc si on rentre dedans, voilà. Donc là on voit le banc MCVD. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même que dans les années 80, mais le principe est le même. Et d'ailleurs celui-là, il doit dater, il doit bien avoir 20 ans. Il n'est pas de toute première jeunesse, mais on continue à faire des préformes comme ça, avec le même principe, on va dire. Et puis on a par exemple, ça c'est la tour de fibrage, donc ça c'est le haut de la tour de fibrage. Donc vous voyez, c'est la même chose, mais améliorée de ce qui se faisait dans les années 70. Hein. Donc on est en salle blanche. Et puis je dois avoir une petite vidéo que je peux vous montrer. Alors, ça doit être... Est-ce que c'est celle-ci? C'est ça. Donc, ce qui vous montre un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, le fibrage d'une fibre optique. Donc, avec ce bout de verre là que vous avez pu voir tout à l'heure, qui descend avec la gravité. Et puis, donc on a la préforme en haut, hein, et puis on chauffe à 2000 degrés, et comme du caramel, ça descend jusqu'en bas. Donc ça a le temps de refroidir aussi, parce qu'au début évidemment c'est très chaud, cette température de fusion. Et puis quand ça arrive en bas, c'est un peu plus froid. Donc encore une fois, c'est vraiment la même chose qu'en 80, sauf que c'est un peu c'est optimisé, quoi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette visite virtuelle, mais en tout cas sachez que c'est disponible sur notre site internet. Il y a plein d'autres choses à voir, donc si vous voulez y aller après ou après la conférence, n'hésitez pas. Donc, si j'ai encore 3-4 minutes, juste, allez, 2. Alors, donc ça, c'est pour montrer l'éventail de choses qu'on fait chez nous en termes de fibre optique. On fait donc fibres microstructurées, on fait des fibres à cœur plein et des fibres à cœur creux. Donc, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, les fibres à cœur creux. Les fibres actives, donc on a des fibres pour faire des lasers, ytterbium, bismuth. Maintenant, on fait des fibres bismuth pour amplifier dans la bande O et la bande E des télécoms.
Parce que dans les télécoms, maintenant, on arrive à vouloir élargir les bandes et puis à trouver de nouveaux amplificateurs dans des bandes où il n'y en avait pas avant. Des fibres multicœurs, etc. Donc les fibres, à quoi ça sert? Il y a trois applications. Les fibres comme guide de lumière, transmission, ça on l'a vu tout aujourd'hui. On veut amener la lumière d'un point A à un point B, donc c'est tout ce qui est les télécoms, les fibroscopes, etc. La fibre, ça peut servir comme milieu amplificateur, donc ça peut créer des lasers. On peut amplifier de la lumière dans une fibre qu'on dit active, avec des terres rares à l'intérieur, donc c'est l'application laser. Et la dernière application des fibres, c'est lorsqu'on veut faire un capteur, la fibre peut être sensible à l'environnement, peut être sensible à la température, aux contraintes, etc. Et donc dans certains cas, ça peut être intéressant de mettre des fibres pour mesurer des choses qu'on ne sait pas mesurer autrement. Donc ça, c'est les trois grandes applications des fibres que nous, on fabrique aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est aussi les applications. Cette diapo est pas mal parce qu'on voit sur la gauche, il y a 4 fibres optiques donc, au microscope. Donc c'est un cheveu de verre, donc c'est vraiment très fin. Et on voit que la première fibre, elle rentre dans un laser qui va découper des smartphones. La deuxième fibre va rentrer dans un gyroscope qui va rentrer dans une centrale inertielle qui va permettre à un bateau de se géolocaliser sans GPS. La troisième fibre va aller dans un laser qui va servir pour un système ophtalmo pour réparer l'œil. Et la quatrième fibre va rentrer dans un laser qui va faire un lidar qui va mesurer la vitesse du vent des éoliennes. Donc vous voyez, le type d'application des fibres optiques, on est bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer peut-être au départ et des télécoms en particulier. Et puis je termine par ça, le nouveau champ de développement pour les télécoms, alors on a beaucoup parlé de fibres à cœur plein, on a un peu parlé de fibres à cœur liquide même, maintenant il y a encore mieux les fibres à cœur creux. Et donc là on a des fibres avec la lumière qui se déplace dans l'air. Et donc c'est un petit peu la nouvelle tendance, on va dire en ce moment. Fin 2003, il y a... Donc c'est sorti de Southampton, qui est toujours très fort là-dessus, le labo de Southampton. Ils ont créé une start-up, la start-up a été rachetée par Microsoft. Et donc on voit ici le PDG de Microsoft à la fin de l'année dernière qui présente les fibres à cœur creux comme quelque chose de très intéressant pour l'avenir. Et je suis allé à 2 salons que certains d'entre vous connaissent, j'ai pu voir OFC tout à l'heure et ECOC. Et les 2 post-deadline, alors ça c'est vraiment le plus intéressant peut-être, c'est le post-deadline OFC, donc c'est le salon des télécoms mondiales. Et on voit ici, on voit les pertes des fibres dans les années 70, donc c'est ce qui a été démontré tout à l'heure, on était à 1000 dB du kilomètre, puis petit à petit on est arrivé à peu près à 0,1 dB du kilomètre dans les années 75. Et ensuite ça n'a pas trop bougé. Et en fait, ça c'est les fibres à cœur creux. Donc on voit qu'on est décalé dans le temps, on est dans les années 2010, ça commence, puis ça descend. Et donc en début d'année, c'est la première fois où une fibre à cœur creux a moins de pertes que les fibres standards à cœur plein qui ont été développées dans les années 70. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des choses qui commencent à arriver. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est très cher et c'est très complexe, mais en labo, aujourd'hui, on a moins de pertes avec ces fibres à cœur creux depuis cette année par rapport aux fibres qui datent. Et une autre publication, donc ça c'était en septembre dernier à ECOC, où il y a déjà des Chinois qui installent des câbles avec des fibres à cœur creux. Et donc avec des fibres qui font 0,11 dB du kilomètre, qui sont bien en dessous de ce qu'on peut faire avec une fibre à cœur plein. Voilà, et le dernier, pour boucler la boucle, on fait évidemment des travaux avec Orange sur ces fibres à cœur creux. Donc le CNET, France Télécom, Orange, on travaille toujours ensemble. Orange travaille toujours sur les fibres. Et voilà, on a des projets ensemble, on aimerait en avoir un peu plus. Donc 50 ans après, on a toujours des collaborations avec Orange sur les fibres optiques, et donc ça continue. Voilà, merci à vous tous. Bonsoir à tout le monde. Alors moi je m'appelle Alain Le Bouffant, je suis le président de la Technopole Anticipe à Lannion-Guingamp. Alors je vous propose de dézoomer un tout petit peu parce que je vais vous parler de l'environnement économique, le pouvoir économique du territoire qui a été généré grâce à vous, grâce à votre expertise depuis 50 ans. Alors, et un petit peu aussi parce qu'il y a eu la création de la Technopole, elle n'est pas si vieille que la liaison à 8 mégabits par seconde. La Technopole, c'est l'agence de développement industriel du Trégor qui a été créée en 1989. Et l'objectif de la Technopole, c'est d'aider à la création d'entreprises innovantes, aux startups, d'aider au développement et à la diversification suite aux différents plans sociaux
qu'on a subis dans notre territoire. Et notre territoire, il est extrêmement résilient, il est extrêmement puissant et capable de rebond, parce que comme vous l'avez vu, alors avec les experts de l'optique qui ont su faire toutes ces entreprises magnifiques qui aujourd'hui sont le fleuron de notre territoire, malgré tout, ça génère une dynamique de création d'entreprise et d'innovation. Et en particulier parce que la Technopole est là pour faire le catalyseur de tout ça, on a diversifié énormément. Donc alors, diversification, à partir des télécoms, hein, moi je suis le téléphoniste de service, hein, les ions erbium et tous ces machins-là dans les fibres, j'y connais rien, mais en revanche, je peux vous parler de télécom. Ça c'est un extrait de la même vue 360 que David a montré sur le Photonics Bretagne, et nous on a la même chose pour la Technopole. Il faut savoir que la Technopole, c'est donc Agence de développement industriel du Trégor, qui est créée pour le développement industriel en 1989, labellisée Technopole dans la foulée par l'organisme RETIS, organisme national. Et il y a 7 technopoles en Bretagne, qui sont Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc, Rennes, Lorient, Vannes, Quimper et Brest. Nous sommes fédérés dans une fédération des 7 technopoles de Bretagne, qui est tout ça subventionné par la région bretonne, parce qu'il n'y a pas un créateur d'entreprise, un entrepreneur qui veut créer une entreprise ou une start-up qui ne passera pas par une technopole. Parce que là, il est accompagné gratuitement et il est guidé de toute façon pour faire cette création d'entreprise. Un petit chiffre que je cite, que j'aime bien, ça date pas de l'année dernière, ça date d'il y a 3 ans, je crois. C'est les Échos qui avaient publié que le taux de création de start-up ramené par habitant, on est la première ville de France. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'habitants, alors plus le diviseur est... enfin bon, ça, je le dis pas. On prend le ratio qui nous va bien. Hein. Voilà, et puis on fait effectivement aussi partie de la French Tech Brest-Bretagne-Ouest. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a la partie ADIT, Agence de développement industriel du Trégor, hein, avec sur les 2 territoires, Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération. La Technopole, au début de 1989, elle est créée à l'initiative, suite aux plans sociaux, à l'initiative des villes de Lannion, Guingamp et de Tréguier, avec le support financier important de Alcatel à l'époque et de France Télécom. Maintenant, ce sont les coms d'Aglo, LTC et GPA. Elle est Technopole, labellisée RETIS pour les entreprises innovantes sur les 2 mêmes territoires, et on fait partie de la fédération des 7 technopoles de Bretagne. On gère un fonds de prêt pour les créateurs et repreneurs d'entreprises, et là c'est tout secteur confondu, pas seulement l'innovation et la technologie, qui s'appelle Initiative Trégor, qui fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Initiative France. Donc ce sont des prêts d'honneur qui sont accordés à 0%, avec des différés pour les entreprises innovantes, qui peuvent servir de fonds propres, et qui donc vis-à-vis des banques ont un effet levier indéniable. Nous sommes donc, on anime la French Tech et la marque Work in Lannion pour tout ce qui est la dynamique French Tech, et puis on anime la filière CTDO, la filière drone qu'on a créée il y a 5 ans maintenant et qui prend un peu une dimension plus importante suite à l'arrêt de la ligne commerciale. Ça c'est le reflet de l'ouverture, puisque j'ai dézoomé, je vous ai dit, hein. Donc 8000 emplois innovants industriels sur plus de 300 entreprises sur notre territoire. C'est ça notre pouvoir économique, c'est grâce à tous ces experts et toutes ces entreprises et tous ces entrepreneurs qu'on est arrivé à cette situation-là. Ce qui n'était pas le cas, hein, je vous rappelle, il y a 50 ans, hein, il y avait 2 grosses entreprises et puis point barre. Là c'est pas du tout ça, on est dans un monde complètement différent. Le numérique est toujours important, on a un pôle de compétitivité qui s'appelle le pôle image et réseau, et puis la French Tech, comme j'ai dit, 3230 emplois à peu près sur les entreprises du numérique sur notre territoire, sachant que ça va de la petite start-up à la PME, en passant par des ETI, aux grands groupes. Orange, Nokia, Lumibird, Ericsson, Qualcomm, tous ces gens-là sont des grands groupes, c'est très bien. Ils font moins de la moitié des 3200. En 2015, on a eu le total des emplois dans les PME, start-up et autres petites entreprises qui a dépassé celui des grands groupes sur notre territoire. Donc c'est quand même la diversification. Quand on parle de diversification en termes d'emploi, en tout cas, ça vaut cher. La photonique, David en a parlé, il a montré notre courbe, là, c'est près de 1000 emplois quand même. Hein. Bon alors, on en a parlé, il a un objectif de passer à 2000 emplois dans 10 ans, ça va le faire. Mais vous voyez, quand on parle de diversification, les cosmétiques, ça n'a rien à voir.
Il n'y a pas de fibre optique dans les cosmétiques. Il y en a bien dans l'agriculture, vous me direz, mais il n'y en a pas dans les cosmétiques. En tout cas, aujourd'hui, on a des entreprises, des fleurons hein, de notre territoire. Pour citer la petite start-up Endro, là, qui a été créée il y a 3 ans ou 4 ans sur des cosmétiques bio, 80 emplois, plus de 1 million de chiffre d'affaires largement. Alimentation, nutrition avec le pôle. Alors, cosmétique biotech, évidemment, sur notre territoire, on a le CEVA, le Centre de recherche et de valorisation des algues. Hein, je regarde Michel qui connaît bien ça. Le pôle mer Bretagne, bien sûr. Puis Cosmed. Alimentation, nutrition avec le pôle de compétitivité Valorial. Et puis le pôle mer Bretagne. Et industrie matériaux avec ID Forcar et EMC2. Donc, vous voyez, tout ça, en gros, 8000 emplois sur notre territoire. Et ça ne vient pas de nulle part. Ça, c'est la French Tech. Je passe et je voulais juste vous montrer ce petit mapping pour vous montrer que en termes de diversification, on n'est quand même pas si mal que ça. On parle de télécom, alors on s'est demandé à un moment donné si on devait continuer à parler des télécoms. On a parlé beaucoup du numérique et puis on s'est dit les télécoms ça fait has-been quand même. Hein. Alors, et j'en sais quelque chose hein, parce que je suis un has-been de ce point de vue-là. Mais quand même finalement ça parle bien à tout le monde. Puis là dans l'assistance, tout le monde sait de quoi je parle. Donc c'est ça qui est formidable. En tout cas là c'est encore hashtag télécom. Mais on parle de cybersécurité. Alors la cybersécurité, vous avez peut-être l'impression que c'est un buzzword et que c'est quelque chose qui est récent. En réalité, pas du tout. Nous, sur notre territoire, on sait très bien qu'on fait de la cybersécurité depuis longtemps. Dans l'évolution des réseaux de télécom, le jour où on est passé au réseau 5G, les réseaux 5G qui sont donc virtuels, le cœur de réseau, aujourd'hui, il existe nulle part, il est dans le cloud. Et évidemment, on a tout de suite mis de la cybersécurité là-dedans. Donc, ça fait longtemps. Alors maintenant, tout le monde en parle. Mais on est quand même expert. On parle de défense, de spatial, on parle de mobilité, d'environnement. L'industrie, bien sûr, qui n'est pas oubliée, les sociétés de services qui sont sur notre territoire et qui fournissent de la main-d'œuvre intéressante pour les grands groupes ou les entreprises. On parle de health tech, on parle de C-tech, et puis tout ce qui est développement informatique, relations clients. On parle d'agritech, et puis de EdTech, éducation, la technologie dans l'éducation. On a des startups dans ce domaine-là. La formation par SMS, incroyable, hein? Mais ça existe. Voilà, ben c'est chez nous. Voilà. Et c'est tout, j'ai fini. J'étais vite, hein, Michel. Hein.